Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode, je ne sais même plus lequel, de discussion avec un expert. On va appeler ça l'épisode selon le nom de mon invité, tiens donc, Michel Villa. Salut Michel. Salut Marc. Michel, je t'ai choisi parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Pile et Face. Très intéressant d'ailleurs, Pile et Face. Tu es conférencier, formateur puis chroniqueur dans le domaine boursier, donc la bourse. Oui. Moi, tu vois, la bourse, pour moi, c'est pas pour moi. J'ai l'impression, que ça prend... Non, mais c'est pour ça qu'en même temps, ça va être intéressant parce qu'il y a un bout que je pense qui n'est pas nécessairement pour tout le monde. Il y a un bout qui, dans mon cas, je crois que j'ai jamais été introduit à ça convenablement. OK. Je me plais souvent à dire que conduire manuel ou faire de la planche à voile, bonne chance si tu apprends ça tout seul. Là, tu sais. OK. C'est peut-être la même affaire. Puis il y a un bout où j'assimile ça à jouer au poker. Je n'ai pas dit à jouer à la roulette, mais à jouer au poker. J'adore ça. Tu comprends? Ça fait que, tu sais, vu que je ne suis pas joueur, je me dis, y a-t-il un bout? Tu sais que c'est ça qu'on va décortiquer un peu avec un gars qui est sur le terrain. Là, c'est vraiment intéressant. Commençons par ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, un gars comme toi finit par avoir un intérêt aussi vif pour quelque chose qui est quand même aussi difficile à saisir que la bourse? Bon, je vais faire attention pour ne pas donner le punch parce que j'en parle dans mon livre. Grosso modo, je suis un ancien arbitragiste action. C'est quoi un arbitragiste action? C'est un trader. Donc, mon mandat, c'est d'acheter et vendre des actions, soit pour le compte d'un particulier, comme chez Desjardins Courtage en ligne, ou soit pour le compte d'un gestionnaire de portefeuille, comme chez Hydro-Québec au CN. Donc, le gestionnaire arrive, il dit, écoute, je veux acheter 100 000 actions de Barrick Gold, fais la transaction au meilleur cours possible. Moi, je prends cette information-là, puis j'exécute la transaction. OK. À un moment donné, à travers les années puis l'expérience, tu dis, bien écoute, moi aussi, je suis capable de caler les shots. Et j'aimerais ça être aussi trader, mais à temps plein, puis prendre mes propres décisions. Et cette opportunité, Marc, je l'ai eue quand je me suis joint à la Banque Laurentienne en 2012, où je suis devenu prop trader. Donc, j'avais l'argent de la banque, puis mon mandat, c'était de faire des profits en réalisant des transactions. Et là, je fais attention parce que ça a mal viré. Hein? Je me suis complètement enfargé, comme on dit en bon français. C'est suite à ça que j'ai pris conscience que le savoir, je l'avais, c'est-à-dire les études, la formation académique, les cours spécialisés, l'expérience de travail. J'avais tout ce qu'il fallait, le savoir, mais ce qui me manquait, c'était le savoir-être. Comment se comporter face aux fluctuations boursières. Et là, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais? Je veux apprendre de tout ça. Puis là, j'étais en train là, de faire des recherches sur Google, puis je réalise qu'au Québec, on parle plus ou moins de ce sujet-là, qui est dans le fond la finance comportementale. C'est l'étude de l'être humain à la bourse. Comment il arrive pour prendre les décisions, puis comment il se comporte quand ça ne va pas de son bord, comme on dit. Et là, j'ai pris la décision en 2015 de me lancer à mon compte sous michelvilla.com pour sensibiliser les gens au comportement humain à la bourse. Donc, je parle de savoir, mais surtout de savoir-être. Et c'est la combinaison des deux qui fait que tu as du succès à la bourse, d'où le titre Pile et Face, combiner raison et émotion pour réussir en bourse. Ben, moi, écoute, tu comprends que tu viens de faire une présentation crystal clear. Et tu comprends aussi, si tu me suis un peu, pourquoi ça m'intéresse, parce que moi, je prétends qu'il n'y a pas un domaine de l'activité humaine où l'humanerie n'est pas un facteur prédominant. Puis, règle générale, on met ça toujours de côté pour les raisons plus techniques et plus droites. Mais je veux dire, un fichier Excel en soi, là, ça prend quelqu'un qui met de quoi dedans, puis ça prend quelqu'un qui prend une décision suite à ce qu'il va cracher. Là. Ça fait que je trouve ça super intéressant. Alors, moi, je vais te lancer d'entrée de jeu. Oui. Parce que, je veux dire, avec ton livre, honnêtement, il y en aurait pour 4 heures. On va essayer d'en faire une. Mais il y a, entre autres, une section qui s'appelle « Mes 20 règles d'or » que tu as ici. Puis, je vais t'avouer, ça me fait rire, je vais te dire pourquoi. Parce que quand j'ai vu toute ta table des matières et tout, ça me faisait penser à mon premier livre, Le Code Boilard du vrai gars. Je trouve que tu fais ça exactement pareil. C'est-à-dire que c'est des affaires de 2-3 pages, mon vieux. Toi, là, ça ne te tente pas de commencer le roman en disant qu'il faisait beau puis il y avait de l'eau dans les rues. Non. Tu es direct dedans, c'est très, très cool. Puis donc, écoute, ça se lit de même, c'est assez grave. Mais point numéro 1, après ça, on va où tu veux. Okay. Mais tu as une de tes règles d'or qui dit de faire attention au storytelling. Oui. J'ai l'impression que souvent, on est là, nous autres, en bourse, en se disant, il me semble que... Moi, j'aurais pensé l'inverse. Si c'est ce que je pense, j'aurais pensé que, exemple, tu bois du jus Oasis le matin et tu fais c'est donc bien bon. C'est tellement bon que d'autres doivent penser, donc je vais en acheter. Pour moi, c'est ça le storytelling. Okay. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis de faire attention à ça?
Bien, je vais retourner même à un aspect que je traite dans le livre, c'est que Daniel Kahneman, je ne sais pas si tu le connais, là, mais c'est un psychologue qui a remporté un prix Nobel d'économie. C'est très rare. Ça s'est produit d'ailleurs à 2 reprises. Puis lui, ce qu'il dit, c'est qu'on fonctionne selon 2 modes de pensée. On a le système 1 qui est automatique, intuitif et rapide. Tu as le système 2 qui, lui, demande de prendre du temps, de faire des efforts puis d'avoir une méthode. OK? À la bourse, on dit que l'être humain se comporte de façon rationnelle. Ça veut dire qu'il prend toute l'information disponible, il l'analyse, puis là, il choisit les solutions optimales. OK? Oui. Donc, il utilise le système 2. Mais toi puis moi, Marc, là, dans le quotidien, est-ce qu'on est vraiment dans le mode système 2? Non. Puis à la bourse non plus, parce qu'on veut tourner les coins ronds. Oui. On veut que ça aille vite. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle des raccourcis mentaux. Okay. Des heuristiques, des règles du pouce. Donc, le storytelling, c'est une excellente façon de te faire convaincre que tu as utilisé ton système 2, mais en allant par un raccourci qui est le storytelling. Souviens-toi, quand tu étais petit, hein, les histoires qu'on nous racontait, que ce soit nos parents ou à l'école. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes une histoire, habituellement, ton côté rationnel, il prend le bord. OK? Parce que si je te raconte quelque chose, je te donne des faits, des calculs puis des statistiques, tu vas te mettre dans un mode rationnel, tu vas m'écouter, puis tu vas critiquer ce que je dis. Okay. Et si je t'embarque ça à travers une histoire, oups, tu vas comme un peu baisser ta garde, puis je suis capable de t'amener ailleurs pour essayer de te passer un message. Puis le fait qu'une histoire, c'est 22 fois plus mémorable qu'un fait, bien, tu vas t'en souvenir davantage après. La preuve de ça, semble-t-il, ça ne date pas d'hier, c'est les fameuses paraboles que absolument. tu peux lire dans le Nouveau Testament, puis après ça, bon, on y croit ou pas, peu importe. Je te dis juste qu'on prétend que Jésus était un individu qui avait une espèce de sens de la communication, puis qui aurait raconté beaucoup de tous ces petits trucs-là qu'on appelait les paraboles. Puis effectivement, si je te demande, qu'est-ce que tu te souviens de la petite école quand tu en prenais le catholicisme puis le catéchisme, bien, qui donne à manger le poisson, la patente, tu comprends? C'est des histoires marchées sur l'eau. Donc, c'est tout à fait ça. Puis je te dirais que la beauté de ça, j'en parle pas dans le livre, c'est qu'on essaie d'avoir plus d'intérêt au niveau de la communauté financière pour les femmes. On veut avoir davantage de femmes comme conseillères financières, on veut avoir davantage de femmes comme investisseurs. On veut les impliquer parce qu'elles sont excellentes. Puis ce qui arrive, elles sont plus sensibles au storytelling qu'un homme. Okay. Toute chose étant égale par ailleurs. Ouais. Donc, si tu regardes une action comme Tesla, je ne sais pas si tu as eu la chance de la regarder, mais c'est une action qui est passée de 300 $ à 1800 $. C'est incroyable. Bien, c'est quoi? C'est Elon Musk. C'est la voiture électrique. C'est le côté excentrique, spectaculaire de l'histoire. Ça attire les gens. Et là, ça crée une espèce de boule de rétroaction positive. Ça monte. Moi, j'en veux plus. J'ai peur de rater le bateau, etc. Donc, de construire une bonne histoire, je répète, c'est mémorable. Ça diminue le raisonnement critique. Puis ça amène, pour terminer, la personne à prendre conscience par elle-même. Ça, c'est super important. Parce qu'il n'y a rien de plus plate que se faire dire quoi faire par quelqu'un. Oui. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis je ne vais pas tomber dans ce piège-là, dans ce livre-là, d'être vraiment prescriptif. Puis en racontant des histoires, la personne a dit « Ah, ce que Jésus disait, là, ça a bien du bon sens. » Donc, tu prends, dans le fond, conscience du message par toi-même, puis tu te sens davantage intelligent. Puis quand tu sors de là, tu te dis « Ah, c'était le fun. » Parce qu'au final, l'être humain, quand tu rencontres quelqu'un, c'est quoi l'objectif? C'est qu'il se sente bien. Okay? Puis si je te raconte une histoire, puis toi, tu comprends quelque chose, tu te dis, hey, Michel Villa, là, il m'a fait passer un bon moment, puis j'ai appris de quoi, je me sens mieux, tu vas être davantage attiré par moi. Sauf que là, toi, une fois tout ça dit, tu nous dis de faire attention. Oui. Parce que là, c'est vrai que tu es en train de donner un cours comment vendre des actions. Mais non, c'est ça. Donc, évidemment, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu crées un espace. Donc, c'est ce qu'on appelle, là, dans le fond, la seconde magique, c'est que là, tu es sous le coup de l'émotion, tu es emporté, tu es excité, tu veux acheter du Barrick Gold à cause que Warren Buffett est dedans ou du Tesla. Et là, je te dis, prends une pause, crée un espace.
sais, la nuit porte conseil, prends un certain recul et là, fais tes devoirs. Et vas-y justement pour gratter et dire est-ce que c'est vraiment un investissement qui vaut la peine ou je me fais séduire par une histoire? Ouais. Moi, je dis toujours la meilleure façon, ça, je pense que c'est M. Feynman qui disait si tu es capable d'expliquer à un enfant de 5 ans un concept, tu le maîtrises. Donc, je te dirais, utilise 3 raisons ou 3 arguments pour appeler ton meilleur ami pour lui dire d'acheter Tesla, mais de façon avec les yeux d'un investisseur. Puis là, tu n'as pas le choix de vulgariser, d'être vraiment concret, puis des arguments. Là, ton storytelling, peut-être qu'il ne tient plus la route. Ça fait que dans le fond, quand tu dis de faire attention au storytelling, oui. Ce que tu dis, c'est faire attention à l'enthousiasme qu'on peut développer qui va tout à coup étouffer la raison qui, elle, devrait être quand même décisionnelle. Oui, absolument. OK. C'est un peu ça le message. Je suis. C'est quoi, mettons, on va prendre dans l'ordre, c'est quoi tes 3 règles d'or que tu trouves, pas nécessairement que toi tu préfères, parce que pour écrire toutes sortes de livres puis de bombarder de théories, j'ai bien des théories que moi j'aime au bout, mais qui ne sont pas porteuses pour autant. C'est quoi les 3 règles que toi, tu as mis dans ton livre, puis que tu peux dire, ces 3-là, c'est 75% de ce que quelqu'un qui veut aller en bourse devrait suivre? Écoute, ça peut paraître drôle, mais on parle souvent de méditation. Hein? Puis méditation, on en parle à toutes les sauces. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais Michel, là, je veux juste investir à la bourse. Mais ce qu'on a vu avec la COVID, c'est que tu as beau comprendre l'importance de demeurer investi à la bourse. Okay? Si tu regardes depuis les années 30, la bourse grimpe en moyenne de 10 annuellement. Tout le monde comprend ça, okay? Que la meilleure stratégie, c'est de demeurer investi. Mais malheureusement, à l'espace de 23 jours environ, on a perdu près de 35 %. Et là, ce qui arrive, c'est que malheureusement, les gens, ils paniquent, puis ils vendent, comme on dit en bon français, dans le trou. Et là, ce qu'on assiste, Marc, c'est qu'on a un rebond, parce qu'on est revenu au même niveau d'avant la crise. Donc, le marché boursier a bondi de 50 %. Parce que ce qui arrive, c'est que si une action perd 20 %, mettons, tu passes de 10 à 8 $, ça prend 25 % pour revenir à ton coût d'entrée. Pourquoi? Parce que ta base est plus petite. Okay? Ah, ben oui, c'est vrai. Quand je parle de méditation, les gens disent ah, t'es bizarre, toi, puis t'es drôle avec ta méditation. Mais c'est prendre le temps de développer comme habitude de vraiment gérer tes émotions. Puis évidemment, quand le marché il plante, même si ton conseiller financier t'appelle, tu sais que c'est la bonne chose à faire, en dedans de toi, tu as peur. Hein? Puis tu as un inconfort qui est psychologique, tu as juste le goût de vendre. Donc, la méditation, la beauté, c'est que ça va t'aider à la bourse, mais ça va t'aider aussi dans le quotidien. C'est pour ça que c'est une de mes règles préférées. C'est que toi, tu pratiques ça, là. Tu pratiques littéralement la méditation. Je m'en fais tellement à croire que j'ai suivi une formation l'année passée pour devenir professeur de méditation avec Marie-Ève Lessine de Let It Be Méditation parce que je veux sensibiliser justement les gens à l'importance de la méditation, surtout pleine conscience, dans le domaine de la bourse. Je veux sensibiliser les négociateurs actifs, les conseillers financiers, planificateurs financiers, gestionnaires de portefeuille, de l'utiliser comme un outil stratégique pour prendre de meilleures décisions. Wow. Dans le fond, le deuxième point que je pourrais te parler, c'est la gestion passive. Donc, à la bourse, tu as 2 approches, Marc. La première, c'est de faire ce que le marché fait. Tu vas acheter ce qu'on appelle un fonds négocié en bourse qui va répliquer passivement la performance d'un indice. Comme par exemple, au Canada, on a le TSX. Aux États-Unis, on a le S&P 500, le Nasdaq ou le Dow Jones. Donc, tu achètes ça de façon régulière, systématique, un peu d'argent à tous les mois et tu ne touches pas à ça. Tu es investi et tu vas obtenir la performance que l'indice te donne. Ça, on appelle ça la gestion passive, puis habituellement, c'est fait à faible coût, puis ça donne une performance qui est honnête. Historiquement, 10 % aux États-Unis en moyenne. La gestion active, toi, tu te dis, moi, là, je suis capable de faire une meilleure performance que l'indice de référence ou un gestionnaire de portefeuille, un conseiller en placement, un planificateur financier, il est capable de faire mieux que l'indice de référence. Donc, évidemment, soit tu gères toi-même ce portefeuille-là ou tu cèdes, dans le fond, la gestion à quelqu'un, moyennant un frais. Et là, cette personne-là essaie de créer ce qu'on appelle un alpha, c'est-à-dire une valeur ajoutée par rapport à cette performance-là. Okay. Donc, ce qui arrive, c'est que malheureusement, lors des dernières années, on a réalisé que la gestion passive, c'est-à-dire d'être dans la moyenne,
fait beaucoup mieux que la gestion active. D'ailleurs, sur une période de 15 ans, 85 des gestionnaires de portefeuille actifs ne battent pas l'indice de référence. Puis une des raisons, c'est justement les frais. Donc, souvent, les gens ils m'appellent et disent « Michel, comment je fais pour commencer à la bourse? » Puis là, les gens, ils veulent négocier activement tout de suite, sans prendre de formation. Puis là, ils achètent et ils vendent un peu les titres à la mode. Puis malheureusement, il y en a qui s'en fâchent. Donc, moi, ce que je dis aux gens, « Hey, casse-toi pas le BCEP, investis dans un fonds négocié passivement à la bourse. Oui, il y a des gestionnaires d'actifs qui sont excellents, puis tu vas connaître du succès avec eux autres, mais tu dois savoir qui d'avance qui va performer. C'est difficile, puis toi, dans ton salon, tu n'as pas nécessairement le temps, puis les ressources, puis l'énergie. Puis en plus, Marc, c'est la notion de coût d'opportunité. Tu sais, le coût d'opportunité, c'est que toi et moi, présentement, on jase, puis à part le chèque que tu me fais de 1000 $, là, ça... Non, c'est pas vrai. Exactement. Mais c'est que le fait, en ce moment, c'est que tu prends du temps avec moi, mais tu aurais pu prendre ce temps-là et le mettre ailleurs. Donc, le coût d'opportunité, des fois, les gens, ils l'oublient de dire « Hey, je suis allé voir telle personne, j'ai perdu mon temps, j'aurais pu la mettre ailleurs. » C'est ça le coût d'opportunité. Donc, tu peux investir de façon passive à la bourse, puis d'un autre côté, continuer à travailler, faire tes affaires. Mais si tu es vraiment passionné, puis tu crois en tes moyens, puis tu fais tes devoirs, puis tu utilises ton système 2, vas-y la gestion active. Mais je te dirais que la gestion passive, c'est vraiment une belle alternative. Puis la troisième règle d'or, c'est évidemment, là, je vais en parler, peut-être un autre conseil, mais c'est l'intuition. Hein, on dit souvent que l'intuition, ça aide, mais je te dirais dans un peu le même principe que tantôt, c'est que l'intuition, ça marche dans un contexte où tu as du feedback qui est répété. C'est dans un environnement qui est relativement fermé. Donc, un joueur d'échecs, lui, dans le fond, il opère dans un environnement qui est très fermé parce que tu es capable toujours de savoir quel aurait été le meilleur coup possible. Mais à la bourse, tu en as parlé d'entrée de jeu. Derrière chaque transaction, tu as un acheteur et un vendeur. Puis cet acheteur-là et ce vendeur-là, il a son expérience, il a ses études, il a ses peurs, il a ses rêves, il a son style de gestion, il a son horizon de placement, il a sa tolérance au risque. Donc, la seule façon de faire de l'argent à la bourse, c'est si tu penses que quelqu'un va payer un prix plus cher que toi pour être capable d'y vendre. Donc, c'est un système qui est très complexe. Dans ce contexte-là, l'intuition ne fonctionne pas. Okay. Quand tu entends parler de l'intuition, c'est tellement hot comme sujet de dire fais ce que ton cœur te dit, ton ressenti. Puis c'est vrai pour la plupart des décisions, mais à la bourse, c'est pas à cause que tu as une intuition sur l'action de BCE, par exemple, que tu vas nécessairement connaître plus de succès. Okay? C'est un peu ça, là, les trois. Bon, j'adore ça. Écoute, admettons que je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'actualité. Oui. Dans mon cas, c'est vrai. Est-ce que l'actualité en général est une source d'information fiable pour savoir s'il n'y aura pas une tendance haussière dans une action déterminée ou à quelque part, le hasard de la vie et de l'économie fait en sorte qu'on s'illusionne qu'on a tout à coup une belle idée, une conclusion parce qu'on se dit « Oh boy, je te donne un exemple. Ceux qui ont investi dans le caoutchouc dans le temps du sida. Bon, on s'est entendu tout à coup des condoms, au lieu d'en faire une paire, ils s'en faisaient 3 millions de boîtes. Oui. Est-ce que de suivre l'actualité puis d'avoir un œil en se disant « me semble que ça, c'est quelque chose qui est une tendance », ça peut être un outil, ça? Ça peut être un outil certain. Puis je vais te dire, dans le fond, il y a un principe qui s'appelle c'est l'efficience de marché. Ça, ce qu'elle veut dire, c'est que dès qu'il y a une nouvelle qui est connue du marché, elle est reflétée rapidement dans le cours boursier. Donc, ce que ça veut dire, Marc, c'est que si tu ouvres le Journal de Montréal ou la presse ou le Journal des affaires qui te disent que tel analyste financier a recommandé l'achat de l'action XYZ, il est trop tard. Parce que cette information-là est déjà disséminée dans le marché et les gens ont déjà réagi. Moi, ce que j'aime par rapport, dans le fond, à l'actualité, c'est de connaître le pouls des investisseurs. Comment que le marché est positionné. Donc, par exemple, quand on regarde la baisse qu'on a eue pour les marchés boursiers, bien évidemment, on savait que l'investisseur était très peureux. Okay? Mais on a eu un premier rebond d'importance, je te dirais un 30 de mars à juin. Mais quand on regardait l'actualité financière, c'était aussi pessimiste qu'avant. Okay? Donc, tu te dis, à partir de ce moment-là, on vient de rebondir de 30 %. C'est aussi pessimiste comme sentiment. Le marché ne baisse plus. Peut-être que la prochaine vague va être à la hausse. Deuxième point, tu veux connaître les thématiques, comme tu parlais du caoutchouc tantôt. Puis qu'est-ce qui est hot en ce moment?
c'est les thématiques de vidéoconférence, de réseau social, de téléphone intelligent. Donc, si tu regardes ça avec du recul, l'action Zoom, OK? Mettons, là, tu dis, et moi, je pense qu'on est vraiment pogné dans le confinement. Tu peux tomber sur un article que les gens vont dire qu'il va y avoir davantage de rencontres en ligne. Oui, l'action, elle a monté face à cette nouvelle-là, mais elle a continué, dans le fond, d'accélérer à la hausse. Donc, c'est une action là, qui est passée, là, mettons, de 100 à 200 puis l'investisseur a été en moyen de capitaliser là-dessus sur une thématique que tu as entendu parler du marché. Puis le troisième point, ce qu'il faut comprendre, Marc, c'est que la bourse est un mécanisme d'anticipation. La bourse, elle reflète en moyenne entre 6 et 9 mois de ce qui va arriver dans l'économie. Donc, si tu rouvres les journaux, tu vas réaliser qu'on est en récession, qu'il y a malheureusement des fermetures d'entreprises, des coupures d'emplois, puis là, tu vas dire, tabarouette, Michel, comment ça que le marché boursier aux États-Unis il est revenu au même niveau qu'avant la crise? Parce que le marché boursier, il pense déjà à 2021. Il est déjà en avant. Donc, le danger avec les médias, c'est qu'on va toujours faire du reporting de données économiques qui datent, parce qu'on va dire ça, c'est le chiffre d'emploi de juillet. Ça, c'est le trafic aérien des 3 dernières semaines, mais le marché va se concentrer à ce qui s'en vient. Donc, pour l'instant, on s'attend à une des plus courtes récessions de l'histoire. Pour vrai? On s'attend à une croissance du PIB pour le 3e et le 4e trimestre. Puis les gens sont très optimistes à cause d'un vaccin que 2021, on devrait être relativement robuste au niveau de la croissance économique. Puis ça explique pourquoi que le marché boursier fait aussi bien. Mais entre-temps, tu vas avoir des hauts et des bas au niveau des nouvelles. Mais je te demande, il y a un peu, je vais t'amener sur quelque chose. Moi, j'ai lu un article hyper intéressant, mais ce n'est pas en contradiction avec ce que tu viens de dire, mais je veux t'entendre, qui disait que la raison pour laquelle il y avait une dissonance entre... Parce que c'est beau de dire les marchés reflètent ce qui va arriver dans 6 ou 9 mois. Oui, mais pourquoi? C'est comme pourquoi? C'est pas divinatoire. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant de l'article, puis je te soumets pour voir ce que tu en penses, c'est qu'il disait la bourse ne reflète en rien, c'est pas un Polaroid de l'économie. C'est un Polaroid de ce que les investisseurs pensent que va devenir l'économie. Yes, absolument. Tu viens de refléter ce que je te disais. Puis d'ailleurs... Non, mais ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Oui, ben oui, ils peuvent se tromper. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si tu essaies de faire de l'argent à la bourse avec une simple relation de cause à effet, de dire à cause que l'économie qui est sortie en juin est mauvaise, le marché devrait baisser, ça ne fonctionne plus. Parce que justement, tu dois te positionner de comment que les gens vont se positionner. Je te donne 2 exemples. John Maynard Keynes. Okay? John Maynard Keynes, c'est un économiste. Lui, ce qu'il disait, c'est si je te présente la photo de 100 femmes différentes et je te dis de choisir la plus jolie. La plupart des gens vont dire, moi, là, je pense que c'est le numéro 44 parce qu'elle est de mon goût. Mais la meilleure façon de trouver la femme qui va remporter le concours auprès de tout le monde, c'est comment que les gens vont voter. Ouais. Donc, c'est un peu le même principe comme la voix. Si toi et moi, on écoute la voix et on se dit « Hey, cette année, Michel, c'est qui gagne? » « Oh, moi, je trouve qu'il est bon, lui, ou elle est bonne. » Bien, comment que les Québécois et Québécoises vont voter? Ça, c'est beaucoup plus important. Donc, c'est se mettre dans les bobettes des autres au lieu de toi de dire « Hey, moi, je pense que c'est comme ça. » Deuxième point, je ne sais pas si tu connais l'entreprise Nikola aux États-Unis, c'est Nikola. Non. C'est une entreprise qui veut un peu rivaliser Tesla. Okay? Donc, par exemple, eux autres, ils veulent faire un camion de vidange électrique. Bon, cette action-là, tu regarderas ça, là, le symbole, c'est NKLA, est en feu complètement. Au dernier trimestre, ils ont fait 36 000 $ de revenus. On s'entend, là, ça n'a rien à voir. C'est comme tu dis. On est en phase R&D encore, disons. Ça n'a pas de bon sens. Là. Puis ce qu'on m'a dit, c'est que le 36 000 $ de revenus, c'est le propriétaire qui s'est acheté des panneaux solaires pour sa maison. OK? Donc, il faut que je vérifie l'information, mais ça donne une idée que le marché boursier donne une évaluation qui est hallucinante, mais elle regarde en avant. Donc, il y a un livre que j'ai terminé la lecture de Olivier Sibony que tu aimerais, qui parle des biais cognitifs, mais en entreprise. Et ça s'appelle « You're about to make a terrible mistake » ou « a mistake ». Lui, il disait, dans le fond, que dans le prix d'une action, entre 70 et 80 % de son prix, c'est les flux de trésorerie que l'entreprise va faire 5 ans et plus. Donc, dans l'évaluation d'une entreprise, oui, c'est ton environnement en ce moment,
mais c'est plus comment que tu vas te positionner dans le futur. Et la preuve, Marc, c'est que Amazon, pendant toutes ces années, qui n'a jamais fait de profit avec Jeff Bezos parce que lui, il réinvestit dans l'entreprise, l'action continuait d'accélérer à la hausse parce que les gens ils se disaient son pari va peut-être fonctionner. Et là, depuis quelques années, Amazon déchire tout sur son passage, mais la communauté financière a comme prédit ou anticipé ça parce que l'action, elle a très bien fait depuis quelques années. J'ai une autre question pour toi. Quelle est l'importance, puis je vais dire pourquoi je te pose ça, quelle est l'importance du management d'une entreprise quand vient le temps d'investir? Alors, tu vas me répondre, bien, ça dépend. Si je suis un investisseur tranquille au Lac-aux-Sables avec son lien Internet, je ne peux pas savoir comment se gère une entreprise au Wisconsin. Fine. Mais règle générale, si on a accès à cette information-là, c'est-tu bon? Puis là, je te fais une parenthèse pour te dire pourquoi je te pose cette question-là. Quand je suis arrivé, moi, à Montréal pour Juste pour rire, j'étais en charge de soirées d'humour qu'on faisait dans les bars, etc. Puis, je faisais aussi les auditions Juste pour rire pour les jeunes qu'on faisait dans les bars et moi que j'avais transposé sur les campus d'université. Et à cause de ça, PepsiCo s'était montré intéressé parce qu'il disait que c'est une belle façon d'avoir de la visibilité sur les campus, c'est une belle clientèle, puis etc. Puis, je me disais tout le temps, pourquoi ils ne se demandent pas c'est qui est en charge de ces opérations-là, de ce montage-là? J'ai peut-être juste une bonne idée, puis dans la vraie vie, je vais être pourri puis ça va être de la merde. Mais eux autres, ils se fiaient à quelque part que c'était juste pour rire, puis bon, blablabla. Là. Mais comme investisseur, quel degré de curiosité on devrait avoir pour c'est qui va mettre ça en place, cette affaire-là qui paraît potentielle? Ton Nicolas, ça m'a fait penser à ça à mort. Wow, quelle excellente idée! Des camions de vidange électriques. Ouais, mais c'est tous des hurluberlus, tu sais, puis des gars qui, comme le professeur avec les cheveux blancs dans Back to the Future. Comprends-tu? Mais écoute, ta question est excellente. Tu sais, moi, j'ai mon petit bémol par rapport à ça, dans le sens que si on se pose la question, quelles sont les entreprises qui font leur rentrée en bourse? On parle souvent d'entreprises qui sont relativement solides parce que tu rentres en bourse pour avoir des capitaux supplémentaires qui dépassent des prêts bancaires et des prêts avec tes chums. Okay? Oui. Donc, c'est un faible pourcentage de l'ensemble des entreprises qui vont en bourse. Donc, en partant, là, est-ce que ton management y est bon? On part de la prémisse que oui. Mais malheureusement, les médias, ils vont sortir quoi? Ils vont sortir le fraudeur, lui qui a un mauvais comportement de tout dans son entreprise, etc. Mais la prémisse de base, là, c'est que c'est toujours des bons managements. Je comprends. Donc, si tu t'en vas en bourse, tu as comme passé ce questionnement-là. C'est ça que tu réponds. Absolument. Okay. Mais, tu sais, des fois, là, ça ne sera pas nécessairement vrai. Non, mais on ne demande pas de frapper pour 1000, mais c'est vrai que c'est une bonne réponse. Ça fait du sens ce que tu dis. C'est ça. Puis l'autre point qui est vraiment intéressant, c'est que le marché boursier, il va l'escompter que ton management il est poche, puis il va te compter la meilleure anecdote par rapport à ça. Steve Ballmer, OK, de Microsoft. Oui. Dans le fond, Bill Gates, à un moment donné, il a comme quitté, puis c'est Steve Ballmer qui l'a remplacé. Mais Steve Ballmer, il est parti. Okay? Puis depuis que la personne qui l'a remplacé, là, le titre fait très bien. Mais de mémoire, la journée que Steve Ballmer il est parti, l'action a grimpé pratiquement de 10 Pourquoi? Parce que les gens trouvaient qu'il était simplement pas adéquat ou qu'il n'amenait pas, dans le fond, Microsoft à son plein potentiel. Mais Microsoft, l'action, elle faisait quand même très bien. Mais on avait déjà escompté ce facteur-là. Puis lui, quand il part, ça me fait toujours rire quand on voit certains CEO qui se font remplacer. Et bang, l'action part en flèche en sachant fort bien que ce CEO-là, lui, il a des actions de la compagnie. Donc, Steve Ballmer, cette journée-là, il s'est enrichi dans un contexte où il s'est fait dire finalement, tu n'es plus bienvenu chez nous. Hey, Michel, toi, l'expression « jouer à la bourse », ça doit t'écœurer. Ah! Tu as tellement raison, tu sais. Parce que, premièrement, ce n'est pas un jeu. Okay? Moi, je dis toujours l'exemple. Quand tu arrives pour investir à la bourse, c'est la Ligue nationale jour 1. Okay? On met la rondelle au centre. Puis toi, quand tu achètes une action, la personne qui est derrière là, la transaction, là, ça peut être un fonds de couverture, ça peut être une banque, ça peut être un trader, ça peut être toi, ça peut être Warren Buffett. Mais c'est des gens en général qui sont très sophistiqués. Donc, tu rivalises avec des gens qui ont plus d'informations, plus de technologie, puis plus de tout, d'expérience, etc. Donc, souvent, les gens ils disent « Moi, je joue à la bourse. » Souvent, je sais que ces gens-là, ils n'ont pas de succès.
Donc, malheureusement, on a eu des films par le passé de Le Loup de Wall Street. Oui. Leonardo, il est sur son bateau, puis ça a donc l'air le fun. Puis tu as cette image-là de la bourse qui dit qu'on doit être actif, acheter, vendre, etc. Mais la job de trader, Marc, entre toi et moi, c'est plate en tabarouette parce qu'il faut que tu t'assoies sur tes mains longtemps et que tu sois patient des fois, être comme un sniper, d'attendre ta proie, d'attendre que les variables s'enlignent pour pouvoir faire une transaction. Donc, ce n'est pas un jeu. Vous avez travaillé chèrement pour avoir ces sous-là. C'est une fleur que vous faites de faire vos devoirs, d'avoir une méthode puis d'y aller étape par étape. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Admettons là, que moi, je dis, j'ai jamais mis une scène à la bourse et je veux commencer. Je suis motivé, j'ai écouté Michel, je fais comme tabarouette, OK, c'est pas du hasard, c'est pas lancer des 27 cents dans les airs. Il y a la part de risque, mais on peut faire ça comme du monde. OK? Je trouve que ça donne le goût, puis on voit qu'il y a du bon sens à travers ça. Ouais. Tu dis à quelqu'un qui nous écoute, qui veut commencer ou qui veut recommencer, c'est quoi les paramètres? Combien il met? Il fait affaire avec qui? C'est quoi le début, là? Mais dans le fond, il y a une décision qu'il doit prendre d'entrée de jeu. Il veut s'en occuper ou il veut le donner à quelqu'un. Donc, ça peut paraître bête, là, mais tout part de là. Donc, si tu t'en occupes, il y a des firmes comme Desjardins Courtage en ligne qui était mon partenaire, dans le fond, pour la rédaction du livre. Et là, tu te présentes là-bas et là, tu ouvres un compte. Et là, ce qui arrive, Marc, c'est que tu n'as aucun conseil. C'est toi qui achètes et qui vends et il n'y a personne qui va dire « Hey, tu prends trop de risques ou ça ne va pas de ton bord. » Évidemment, c'est auto-géré. Donc, la première question, c'est de savoir est-ce que, dans le fond, je m'occupe de mes affaires, oui ou non? Si vous avez le goût de céder ça à quelqu'un, là, évidemment, vous avez là, un paquet de firmes, un paquet de conseillers en placement. Demandez à vos amis, dans votre entourage, vous connaissez sûrement quelqu'un qui est capable de faire ça. L'avantage de ça, c'est qu'au niveau de planification financière, dans le fond, qui est s'occuper de l'aspect fiscal, les assurances, le budget, ça peut être très utile. Donc, ça serait la première décision. La deuxième décision, c'est de dire, est-ce que je suis plus passif ou actif? Donc, que vous soyez le responsable de votre compte ou que ce soit un conseiller en placement, lui a un style. Donc, il peut être passif ou qui peut répliquer les fonds négociés en bourse, comme je te parlais d'entrée de jeu, ou la personne peut essayer de battre l'indice. Mais toi, si tu gères tes affaires, tu dois prendre la même décision. Et le troisième point, on ne réinvente pas la roue. Mettez un montant de côté, soit aux 2 semaines, au mois, puis investissez de façon systématique. Puis je vais te donner un exemple. Ils ont fait une étude que si tu investissais aux États-Unis de 1929 à 1979, puis tu mettais de l'argent, mettons, à chaque semaine, ou, dans le fond, tu attendais à ce que le marché se négocie entre deux sommets à son creux pour trouver le meilleur timing possible, mais tu gardais l'argent en banque ou sinon, qu'est-ce qui faisait le mieux à travers le temps? Puis on a réalisé que c'était la moyenne d'achat, c'est-à-dire de mettre, mettons, 100 $ par mois ou semaine. Pourquoi? Parce que le marché a tendance à monter. Puis les corrections boursières se font plutôt rares. Donc, oui, on a eu une correction au mois de mars, mais elle a été vraiment de courte durée. Donc, 70 du temps, la stratégie de juste étaler tes placements à travers le temps va mieux faire que si tu joues à Dieu et tu sais exactement quand le marché va faire un creux entre 2 sommets. Donc, d'investir de façon systématique, puis il y a une application qui s'appelle Milo. Hein? Milo, c'est que tu arrives puis tu achètes, mettons, un café. Ça coûte 4,90. Tu passes ta carte, il t'arrondit ça au chiffron le plus proche, mettons 10 sous de plus, puis tu es capable de mettre ça dans une place qui vont t'acheter des fonds négociés en bourse. Parce que quand on était jeune, on avait les cochons. Là. Oui. Aujourd'hui, une transaction sur 2 se fait avec du plastique. Donc, c'est une belle façon d'épargner, dans le fond, c'est d'aller avec des applications comme ça pour... Tu l'écris comment? Pardon? C'est M-Y-L-O, Milo. Donc, tu sais, il y a 2 stratégies dans le fond, c'est d'investir, mais c'est surtout épargner. Oui. Donc, ça peut paraître bête, mais si tu n'épargnes pas, c'est dur de faire l'investissement à la bourse. Donc, il faut prendre des habitudes. Puis je sais que ça peut être difficile dans un contexte de la COVID de ramasser des soucis. Là. Y a-tu un ratio? Genre, tel salaire égal, tu devrais mettre tant en bourse? Écoute, on parle souvent de la règle du 10 hein, que les gens devraient mettre de côté 10 pour, évidemment, les placements, mais c'est extrêmement difficile parce que ce n'est pas tout le monde qui sont au même niveau. Hein. C'est qu'est-ce qui différencie souvent
des pauvres puis des riches, c'est le pourcentage d'argent qu'on paye pour le loyer, les repas, les vêtements, etc. Donc, pour les pauvres, ce pourcentage-là, il est très élevé. Donc, ça peut être difficile pour eux autres de coller un 10 pour investir. Donc, je dirais d'y aller juste avec ce que vous êtes capable de le faire. Puis aussi, ça dépend de la période de ta vie. Hein. Tu sais, si tu es plus jeune, puis tu commences ta carrière, tu as des remboursements, des frais d'études, tu as une maison à payer, etc., ça ne sera pas pareil que si tu as 45, 50 ans et tu es bien établi avec ta job. Mais le point demeure, aie l'habitude d'investir tôt, peu importe le montant d'argent, parce que ça devient justement une habitude. Puis fais faire des prélèvements automatiques dans ton compte. Casse-toi pas le basic, c'est la voie de la moindre résistance. Puis quand tu automatises le processus, tu ne vois pas qu'il y a une sortie d'argent. C'est comme le fun un peu. Et est-ce que dans ta vie, toi, à titre personnel, tu as déjà essayé de faire le grand coup de circuit? Tu sais, mettons... Oui? En parle dans mon livre, oui, c'est sûr. C'est sûr parce que faut que tu comprennes que dans ma tête de gars de Québec de 45 ans, quand j'étais jeune, moi, j'avais vraiment l'impression que pour connaître du succès dans la vie, c'était les études et travailler fort. Donc, tu n'as pas idée, Marc, comment je suis allé chercher des agréments professionnels reconnus en finance. Puis je me suis dit, je vais aller chercher le plus de savoir possible. Donc, quand je suis arrivé à ma fameuse job à la Banque Laurentienne, j'avais un ego démesuré. Okay? Tout m'était permis parce que j'avais le savoir, j'avais les connaissances. Puis je disais, regarde, c'est moi qui vais avoir raison. Là, le petit cul de Québec, c'est lui qui drive le show. Puis là, dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu es agressif au bâton. Puis la pire affaire qui peut t'arriver quand tu commences, c'est quoi? C'est d'avoir du succès. Parce que tu penses que c'est facile, puis tu penses que ça va se répliquer dans le futur, puis c'est le fameux concept. Toi, tu étais le joueur au casino qui a joué au Kenzo, là, puis qui a gagné 3 fois de suite. C'est ça. Puis là, tu t'imagines, ça s'appelle la loi des petits nombres. J'ai compris. C'est ça. Tu as la clé du succès. Donc, c'est le Dunning-Kruger effect, dans le fond, c'est que moins que tu es compétent dans un domaine, plus que souvent, tu vas avoir confiance, surtout quand tu prends un peu de connaissance. Puis la loi des petits nombres, c'est que tu te dis, si j'ai eu raison 5 fois de suite, bien, je m'imagine déjà sur mon yacht en bateau dans 1 an ou 2 parce que ça va être évidemment le futur là, que j'extrapole. Donc, oui, tu as raison. Puis le problème que tu as, c'est que quand tu commences à avoir 1 ou 2 ou 3 mauvaises transactions puis tu gères mal ton ego, là, c'est là que ça tue parce que là, tu vas sortir du parc, puis tu mets tous tes jetons au centre, puis tu es comme all-in, puis là, tu croises les doigts. C'est pour ça qu'on dit « Hope, it's not a strategy » parce que c'est là que tu te fais étendre. Puis ça fait très mal. Puis malheureusement, les gens disent « Ah, c'est mon apprentissage, c'est normal. » Mais non, si tu perds 40 ou 50 000 $, on aurait peut-être pu sauver les dommages. Donc oui, c'est important d'apprendre, mais vas-y étape par étape. Sauf qu'à un moment donné, là, les lumières se ferment et tu prends trop de risques. C'est ça qui est dangereux. Si ça peut te réjouir, sache que ce podcast-là s'appelle « Discussion avec un expert ». Et ma définition préférée, parce qu'il y en a plusieurs, d'un expert, c'est Neil Bohr. Tu sais, le Bohr, le BOHR, l'élément dans le tableau périodique. Ouais. Il a dit un expert, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs dans son champ de compétences. Wow! Non, mais c'est vrai. Puis, on voit là, au Québec. Et qui a continué, ceci étant dit. Oui, bien c'est ça, mais il ne faut pas que dans le fond, on dit toujours, le but, c'est de survivre au début quand tu commences. Donc, quand je parlais de coût d'apprentissage, c'est bon des fois de perdre un peu d'argent pour apprendre, mais tu dois être encore là. Puis, tu sais, on a la culture du succès au Québec, mais ce que j'aime depuis quelques années, c'est la culture de l'échec aussi, tu sais, c'est d'être vulnérable et de dire, hey, moi, j'ai appris de cette erreur-là, tout ça, c'est de mieux en mieux vu, puis c'est le fun. Mais au Québec, des fois, on voit des situations où quelqu'un a un échec, puis on n'est pas tout le temps là, compatissant à cette cause-là, mais il faut comprendre qu'on peut tirer des leçons, puis c'est pas facile, puis c'est important qu'on soit ouvert à avoir des échecs, parce qu'à la bourse, c'est inévitable qu'à un moment donné, tu vas te péter les dents, c'est sûr. Ça fait partie de l'apprentissage. D'ailleurs, c'est quoi la pire histoire d'horreur que tu as été témoin c'est pas que tu as entendu ou que tu as vu dans un film, là, que toi, autour de toi, là, des gens, par exemple, ça peut être pas nécessairement le client lui-même, ça peut être le gars qui lui a proposé de quoi, puis il était convaincu, puis tabarouette, son client a perdu. Je ne veux pas qu'on s'en réjouisse, mais juste pour illustrer le propos, c'est quoi la pire histoire que tu as entendue? Nortel. C'est la pire histoire. Là. Nortel, là, Marc, c'est qu'il y aurait tellement de monde, puis
Moi, je me souviens très bien, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait du Nortel, puis c'était une personne d'un certain âge. Puis quand tu as un certain âge, dans le fond, il faut que tu tiennes compte que tu as moins le temps de te refaire à la bourse, là, dans le fond, Ouais. s'il y a une correction boursière. Donc, tu te dois d'être plus prudent au niveau de la gestion. Puis cette personne-là, elle avait du Nortel. Puis je me souviens très bien que l'action était dans le coin de 115 ou écoute, c'était 124 là, le sommet historique. Puis, dans le fond, moi, j'avais parlé avec le conseiller financier, puis il me dit ah, non, c'est bon. Puis, je dis qu'est-ce que tu as fait? Bien, je lui ai dit de le garder. Puis, à un moment donné, il y a eu une descente où l'action s'est ramassée dans 60 $. Puis, j'avais reparlé avec la personne qui m'a dit ben, on le garde encore, ça va revenir. Puis, écoute, le titre, évidemment, il est allé à zéro. Là. Donc, ça, c'est une histoire d'horreur parce que tu fais confiance à quelqu'un, puis il y avait beaucoup d'argent investi là-dedans, puis moi, j'ai trouvé ça très triste. Il a tout perdu. Oui. Ben, en tout cas, à moins qu'il l'ait vendu avant, mais ouais. il en a perdu pas mal. C'est quoi l'histoire la plus spectaculaire, la plus Wolf of Wall Street que tu as vue? Là? Même si on sait que, j'ai bien compris, c'est pas pantoute un objectif, puis c'est pas réaliste d'essayer de viser le coup de circuit, mais ça arrive pareil. Est-ce que tu as vu quelqu'un, toi ou un autre, qui a dit, écoute, j'ai mis 5 cents là-dedans, puis écoute, quelqu'un m'a dit hier, tabarouette, ça me fâche, je me souviens pas, un exemple, ça va me revenir, un exemple que ça a pris 30 000 fois. 30 000 fois. Tu sais, un genre d'Apple avant même, mais c'est même pas Apple, c'est une autre affaire. Mais c'est quoi dans ton cercle rapproché l'espèce de coup de gloire le plus spectaculaire? Tu sais? Le Bitcoin. Ouais, le Bitcoin, ouais, le Bitcoin. Tu sais, dans le fond, dans le temps qu'il était dans le coin de 40 $, mon beau-frère, il m'en parlait du Bitcoin. Puis moi, j'étais là, c'était quoi cette affaire-là? Puis, tu sais, écoute, je riais de lui, là, tu sais, on ne se le cachera pas. Puis, oh my God, je me rappelle, le Bitcoin, il était passé très rapidement de 40 à 800 ou 1000. Puis là, après ça, il a vivoté, mais là, il y a eu sa poussée là, jusqu'à 20 000. Donc, dans cet environnement-là, je l'entendais parler qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait énormément d'argent très rapidement par rapport aux crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin ou d'autres bébites du genre. Là. Mais c'était vraiment c'était spectaculaire, puis c'était quand même concret. Puis un bon indicateur, Marc, c'est quand les gens t'en parlent. On dit tout le temps là, la notion de la radio, un chauffeur de taxi, si quelqu'un t'a parlé de ça. Mais le Bitcoin, c'était rendu à un niveau que tout le monde m'en parlait. Donc, ça, je te dirais que le Bitcoin, ça serait mon classique. Bon, puis si tu avais à inciter les gens à investir en bourse, tu nous as dit comment procéder, tu dis de prendre un petit montant, mais d'être régulier, etc. Parfait. Choisir, est-ce que je le fais moi-même, je le délègue. Mais c'est quoi les raisons pour le faire? Littéralement, en dehors de la méthode, c'est quoi la raison pour le faire? Ta passion de ça, le fait que toi, tu as tombé là-dedans puis tu en as fait un métier. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent pour les convaincre que ça vaut la peine de mettre de l'argent là-dedans sur une base régulière? Bon, premièrement, pour la personne qui a plus ou moins le goût de suivre ça, c'est à cause de l'inflation, Marc. Tu sais, les gens, ils disent, c'est quoi le plus grand risque à la bourse? Les gens vont dire, est-ce que ça plante et que ça recule? Comme je te l'ai mentionné, historiquement, le marché boursier grimpe jusqu'à preuve du contraire. Okay? Ouais. Mais c'est l'inflation. C'est que l'inflation, ça t'enlève le pouvoir d'achat. Même s'il a reculé dans les dernières années, on parle quand même entre 1 et 2 %. Donc, si tu n'es pas investi à la bourse, à chaque année qu'il y a un 1 ou 2 % puis c'est composé, ça vient gruger ça. Donc, l'actif des actions vient te protéger contre le risque d'inflation. Donc, si tu dis, moi, ma retraite va être dans 20 ou 30 ans, tu veux, dans le fond, que l'argent que tu fais en ce moment, tu l'investisses pour protéger justement de ce risque-là, ou sinon, ça va venir te gruger. C'est un risque qui est caché parce qu'on ne le voit pas. Là. Mais à l'épicerie, tu peux le voir qu'il y a certains produits qui ont augmenté. Le thym, c'est un classique. Le pétrole, le coût à la pompe. Donc, ça, c'est l'aspect numéro 1. Pour les gens qui ont le goût de se lancer, tu es un jeune, là, puis tu dis, ouais, Michel Villa, ça a l'air le fun ce qu'il fait, là. C'est que le trading, ce que j'ai réalisé, c'est une job de performance. Puis si tu penses que c'est juste tes connaissances, c'est le fait que tu as une certaine intelligence, que tu es capable de faire des mathématiques, oui, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois bien t'alimenter, tu dois être sans coche au niveau de la façon de penser, parce qu'il y a une différence entre être rationnel et intelligent. Tu dois mettre des efforts, tu dois être résilient, tu dois t'auto-gérer
lire un peu comment tu penses, etc. Donc, c'est une job où ce que tu apprends énormément sur toi. Et c'est ça que j'aime. Puis si je dis ça aux gens, des fois, les gens, ça les surprenne parce qu'ils pensent que c'est vraiment un travail de tête, mais c'est un travail holistique. C'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner, à méditer, d'avoir différents coachs pour vraiment être dans mon meilleur état d'esprit. Mais ça, si tu veux amener ça à un niveau intéressant, puis même les entrepreneurs, là, on voit les entrepreneurs qui méditent, qui s'entraînent, qui font du yoga parce qu'on sait l'importance d'être bien dans ta peau puis avoir de l'énergie pour vivre les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, mais au trading, c'est la même affaire. Michel, c'est super intéressant. Je veux inviter les gens aussi à se procurer ton livre. Et là, ça a l'air même que tu auras un cadeau. Yes! Donc, pour les 24 prochaines heures, vous allez sur mon site michelvilla.com, michelvilla.com, dans l'onglet Livres. Et là, vous avez l'option d'acheter soit le livre numérique, qui est format PDF ou EPUB, ou le livre physique. Donc, pour ceux et celles qui achètent le livre physique, vous rentrez Boilard comme code promo, B-O-I-L-A-R-D, et vous obtenez 10 $ de rabais sur le livre. Donc, moi, je vous envoie le livre par la poste, je vous le dédicace, puis en plus, il revient 10 $ moins cher. Donc, pour les 24 prochaines heures, là, je vous invite à vous le procurer. C'est parfait parce que tu l'as bien vendu, parce que, écoute, on aurait pu en parler tellement longtemps, mais je le répète, c'est fait hyper clair. Puis effectivement, je trouve que tu livres ta promesse. Si je peux tirer ma conclusion de notre entretien. Ah, merci. Oui, parce que ta promesse, là, entre guillemets, c'est que tu nous sors des technicalités, puis tu nous amènes dans ce qui fait vraiment la différence, puis qui est, comme on le dit, quand il y a de l'humain, il y a de l'humanerie, puis tu l'as bien illustré. Fait que franchement, moi, j'ai trouvé ça très éclairant. Fait que je te remercie beaucoup. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité, puis ça a été le fun. Si tu as le goût de reprendre ça. Exact. On pourra en reparler. Salut bien, Michel. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Bye.